Il n'y a aucun élément qui pourrait laisser penser qu'elle devait partir. Et personne n'a reçu aucun appel de Marie-Hélène. Dès qu'une femme disparaît, la prostitution, c'est quelque chose auquel on pense très très vite. Et comme cette femme avait déjà manifesté sa jalousie envers ma fille, c'était très inquiétant. Elle aime le sexe, l'argent, le pouvoir. On est passé très près de la vérité, très près. Le mardi 21 mai 1991, Marie-Hélène Audois, une magnifique jeune femme de 22 ans, disparaît brutalement. Elle me fait un grand signe de la main en me disant « à la semaine prochaine », avec un grand sourire, et après plus rien. Sans aucune nouvelle, ses parents très inquiets engagent des recherches. On ne peut pas rester sans rien faire. Il faut que si Marie-Hélène attend notre aide, qu'on puisse lui donner, qu'on puisse la sauver. Le souci avec cette disparition, c'est qu'on a un point de départ quasi certain qui est Monaco, mais après, c'est très ouvert et c'est très large. C'est presque chercher une aiguille dans une botte de foin. Rapidement, la piste criminelle est privilégiée. C'est étrange que Marie-Hélène disparaisse avec son véhicule, ce qui laisse sous-entendre que quelqu'un ait pu faire disparaître et Marie-Hélène et le véhicule. Pour élucider l'affaire, les policiers ouvrent de nombreuses pistes. Ça se passe dans une région et avec une ambiance qui fait de la piste prostitution internationale quelque chose de crédible. Le petit ami de Marie-Hélène intéresse tout particulièrement les enquêteurs de la PJ de Nice. Il ne participe à aucune recherche. Steven fait des déclarations un peu incohérentes dans le sens où les horaires qu'il donne ne collent pas avec la réalité de l'emploi du temps de Marie-Hélène. Est-il possible que Marie-Hélène ait été victime de la jalousie maladive de la maîtresse de son petit ami? Elle est harcelante, agressive, revancharde. On a les preuves qu'elle fréquentait des tueurs. C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Nega Raheri, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur cette affaire non élucidée. C'était très joli parce qu'on voyait tout la pointe du cap d'Antibes. Et là, petit à petit, ça s'est construit, la nature a prospéré. C'est un symbole du temps qui passe, comme nos pois et nos rides sur le visage qui indiquent la vie qu'on a passée, la vie qu'on a traversée. Effectivement, il y a des rajouts, et puis il y a un grand vide, c'est Marie-Hélène. Mais bon, on espère que le vide se comble un jour. Cela fait 30 ans qu'Annie Audois se bat pour savoir ce qui est arrivé à sa fille aînée. 30 longues années qu'elle supporte l'absence inexpliquée de Marie-Hélène. Pourquoi cette jeune femme de 22 ans a-t-elle brusquement disparu le mardi 21 mai 1991 ? Où est allée cette représentante en pharmacie après avoir quitté son domicile de Cagnes-sur-Mer, à bord de sa voiture de fonction, une Renault 5 blanche ? Ce jour-là, il fait beau. Et les gens ici, sur la côte, attendent impatiemment l'été. Les tenues commencent à raccourcir. Les gens commencent à aller à la plage. Et Marie-Hélène,
Elle part en tournée, elle prend de la route pour aller dans les Hautes-Alpes. La jeune femme part pour 4 jours faire le tour des pharmacies dans l'arrière-pays niçois, qui doit la mener jusqu'à Gap et Briançon. C'est son métier, elle va dans les pharmacies, elle vend des produits, elle essaie de placer des produits. Donc c'est une semaine de travail assez classique qui s'annonce pour elle. Rien d'inhabituel, jusqu'au coup de fil le lendemain soir de Steven, le petit ami de Marie-Hélène avec qui elle habite. Le mercredi soir, Steven m'appelle en me disant qu'il y a un message sur le répondeur de l'employeur de ma fille qui demande de le rappeler. Et là, je lui ai dit, garde le message sur le répondeur parce que Marie-Hélène est sur la route, mais elle peut déclencher son répondeur à distance et écouter le message. Mais Marie-Hélène ne rappelle pas son employeur. Normalement, elle fait un point avec lui chaque soir. C'est étrange, mais pas vraiment inquiétant. Le lendemain, Steven annonce que le patron de la jeune femme a laissé un nouveau message. L'inquiétude des proches de Marie-Hélène monte d'un cran lorsqu'arrive le vendredi soir et que la jeune représentante en pharmacie ne rentre pas comme prévu de sa tournée. Pour la mère de Marie-Hélène, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand elle n'est pas rentrée, le vendredi soir, j'ai demandé à Steven d'aller dans les endroits où ils avaient l'habitude d'aller ensemble. J'ai appelé ses amis et personne n'a reçu aucun appel de Marie-Hélène. Géraldine Garino est une très bonne amie de Marie-Hélène et Steven. Ce vendredi soir, elle devait dîner avec eux. On va manger sur Antibes ce soir-là. Et je suis surprise quand j'arrive, Steven est seul. Et donc, je lui demande où est Marie-Hélène. Si elle est rentrée. Et il dit, non, j'ai pas de nouvelles. Là, c'est pas normal. Il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose de pas normal. Mais on l'explique pas, en fait. Parce qu'on veut pas l'entendre, en fait, tout simplement. On se voile un peu la face et on se dit, non, elle va revenir, tout simplement. Pour nous, elle va réapparaître, là, et puis c'est fini. Le week-end passe sans aucune nouvelle de Marie-Hélène. Le dimanche, la jeune femme n'appelle pas pour la fête des mères. Un silence particulièrement inquiétant. Oui, c'était la première fois que Marie-Hélène ne fêtait pas la fête des mères. Le lundi matin, à la première heure, Annie Audois décide de se rendre au commissariat d'Antibes pour signaler la disparition de sa fille. Mais les policiers refusent de lancer les investigations. Marie-Hélène étant majeure et indépendante financièrement, sa disparition n'est selon eux pour l'instant pas inquiétante. Le père de la jeune femme appelle les pharmacies de la région pour tenter de retracer le parcours de sa fille. Et c'est ainsi qu'il va recueillir un témoignage essentiel pour l'enquête. Sylvie Calabresi, préparatrice en pharmacie, raconte que Marie-Hélène a commencé sa tournée le mardi 21 mai 1991, par une visite dans une officine de la Principauté de Monaco. Ce jour-là, je travaille à la pharmacie comme d'habitude. C'est en fin de matinée, Marie-Hélène arrive. Elle a une jupe noire, un top noir, une veste noire, des collants. Elle est très bronzée. Elle dégage quelque chose, quoi. Voilà, pas la peine de se forcer, elle est belle, tout simplement. Elle demande mon employeur, qui était dans son bureau, il en sort, et il lui dit, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir te recevoir, j'ai un rendez-vous urgent et je ne peux pas te recevoir maintenant. Donc Marie-Hélène lui dit que c'est pas grave, qu'elle va l'attendre, et là, elle me dit, je reviens tout à l'heure. Je dis, ok, elle est partie. Une heure plus tard, la jeune femme revient à l'officine, dans l'espoir de rencontrer enfin le pharmacien, qui doit lui payer sa dernière commande. Il n'est toujours pas là. Et au bout d'un moment, elle me dit, écoute, est-ce que tu penses que je peux lui mettre un mot sur son bureau? Je dis, pas de problème. Elle est donc passée derrière. Elle a écrit son petit mot. Et là, elle me dit, écoute Sylvie, tant pis, je vais y aller. J'ai pas mangé, je repasse la semaine prochaine. Et là, donc, elle tourne comme ça devant le petit comptoir et elle me fait un grand signe de la main en me disant « à la semaine prochaine ». Avec un grand sourire, ce grand sourire qui illuminait son visage. Et voilà, et après plus rien. Il est 14h30 quand Marie-Hélène monte dans sa voiture et disparaît.
On ne sait pas où elle est partie, on ne sait pas quelle route elle a pu prendre. Donc le point zéro un peu de la disparition, en tout cas au début de l'enquête, il se trouve à Monaco. Que s'est-il passé ensuite? La jeune femme a-t-elle pris comme prévu la route de Gap? Le souci avec cette disparition, c'est qu'on a un point de départ quasi certain qui est Monaco. Mais après, c'est très ouvert et c'est très large. C'est-à-dire qu'on est entre Monaco, Briançon, Gap. Là, on est déjà sur plusieurs centaines de kilomètres. Si on fait le triangle et qu'on le redescend jusqu'à son domicile de Cagnes-sur-Mer, ça fait quand même un espace d'abord très vaste et puis un espace qui est naturellement très compliqué parce qu'on a de la montagne, on a des reliefs accidentés. Donc c'est presque chercher une aiguille dans une botte de foin à ce moment-là. Les parents de Marie-Hélène Audoin craignent que leur fille ait eu un accident. Ils vont très vite faire des recherches en pensant qu'elle est sortie de la route, qu'on va retrouver sa voiture au fond d'un ravin. Vous savez, dans la RPI, il y a énormément d'accidents. Et surtout, la route sur Gap, c'est la route Napoléon. Et la route Napoléon, sur un certain virage, donc les premières inquiétudes sont surtout celles-là. On pense à l'accident. Mon mari avec des amis se sont mis à rechercher la voiture au fond des ravins. Grâce à l'aide des cordes et des grappins, ils sont partis à descendre effectivement dans des endroits où le parapet était cassé et où une voiture aurait pu dégringoler. Hein. En l'absence totale de recherche des services d'enquête, Annie et Jacques Audoin engagent à leurs frais des investigations considérables. Nous avons décidé de louer un hélicoptère pour faire la portion autour de Gap jusqu'à presque Briançon. Voilà, parce qu'une voiture, c'est plus repérable qu'un simple corps humain. À un moment donné, on a vu la carcasse d'une voiture blanche. J'ai espéré que c'était la voiture de ma fille. On a pensé que c'était la voiture de ma fille. Et ce n'allait pas. Et quand je suis descendue de l'hélicoptère, j'ai dit que j'étais quand même contente que ce ne soit pas la voiture de Marie-Hélène, parce que ça nous donnait une chance de la retrouver en vie quelque part. Les parents achètent un sonar pour sonder le canal de la Durance. Des dizaines de bénévoles se joignent à eux. Mais la voiture de Marie-Hélène n'est pas retrouvée. Le mystère de la disparition de la jeune femme reste entier. C'est une espèce de voile noir qui s'est abattu sur leur fille. Et donc, ils vont éditer des avis de recherche, des centaines et des centaines de photos qu'ils vont imprimer, qu'ils vont distribuer, qu'ils vont coller, placarder un peu partout, entre Calais, Nice, Monaco. Tous les moyens ont été mis en œuvre pour retrouver Marie-Hélène. Madame Audoin fait installer une ligne qui est toujours active aujourd'hui, spéciale, pour que les gens puissent appeler librement et éventuellement leur donner des nouvelles de Marie-Hélène. Je suis restée longtemps auprès du téléphone. On espère, on n'arrive pas à croire qu'il ait pu lui arriver malheur. J'ai un souvenir surtout de mes parents et de ma mère, qui, d'un seul coup, du jour au lendemain, craque et qui est là devant la porte à pleurer, à attendre un coup de fil. Et puis après, voilà, rapidement, ça a été un peu une tempête médiatique. Voilà, donc du jour au lendemain, la vie familiale a changé. Jean-Baptiste n'avait que 12 ans lorsque sa grande sœur a disparu. L'inquiétude qu'on voit dans les yeux de nos parents fait qu'il n'y a pas de doute, ils sont extrêmement inquiets, ils remuent ciel et terre pour savoir, et on voit nos parents paniquer. À 12 ans, on comprend très, très bien ce qui se passe. Donc on est dans l'espoir que ça se termine vite et qu'on retrouve Marie-Hélène et qu'on passe à autre chose. Connaissant leur fille, Annie et Jacques Audoin refusent l'hypothèse d'un départ volontaire. Ils ne comprennent pas l'inaction des services de police. Pourquoi attendre alors que tous les proches dressent le portrait d'une jeune femme heureuse, une jeune femme à qui tout réussit, qui ne laisserait pour rien au monde sa famille et ses amis sans nouvelles? Ça a été un rayon de soleil pour toute la famille.
C'était une très belle jeune femme, magnifique, solaire, qui faisait détourner les hommes sur elle parce qu'elle était magnifique. Pétillante. Elle était entière, elle était vivante, entière, et elle avait la joie de vivre. Brune aux yeux verts, élancée, elle avait une voix aussi, une voix rock. Elle avait beaucoup de charisme, Marie-Hélène, beaucoup. Ses copains qui avaient des envies d'être photographes ou caméramans lui demandaient tous de poser pour eux. Marie-Hélène était très attachée à son image, à ce qu'elle pourrait dégager, et elle le faisait parfaitement. Comme elle est très jolie et qu'elle habite dans un lieu assez festif qu'est la Côte d'Azur, bah, elle a beaucoup d'amis. Elle a beaucoup d'amis, elle sort beaucoup, mais c'est normal. On a 22 ans, on va en boîte de nuit, on va dans les bars, on va dans les restaurants. On aime danser, on aime rire. On ne draguait plus puisqu'on était supposé être en couple, donc voilà. Mais en tout cas, on faisait la fête. Quelques semaines avant sa disparition, la jeune femme a emménagé avec son petit ami à Cagnes-sur-Mer. Elle est parfaitement heureuse, elle est amoureuse, et puis du coup, elle va se fixer dans cette vie de couple. Et ils vont s'installer dans une résidence vue mer sur la Côte d'Azur. Moi, je suis assez réservée parce que Marie-Hélène était jeune, de lui parler de venir habiter avec lui pour faire un bébé, et alors que ça faisait 5 ans où ils avaient une relation qui n'était faite que de rupture et de réconciliation, ça me faisait quand même un peu peur, hein. Lui était un petit peu volage. C'est un grand séducteur. C'est un très grand séducteur. Il a les atouts pour, et donc automatiquement, il s'en sert. Ça, c'est indéniable. C'est un gros parleur. Gros parleur. Steven, c'est un jeune homme qui flambe un peu. Il travaille dans une agence immobilière, il est négociant dans une agence immobilière, mais c'est un garçon qui a une tendance à dépenser de l'argent qu'il n'a pas encore, ou à dépenser tout de suite ce qu'il vient de gagner. Il est capable d'acheter des voitures décapotables, voilà, il sort, comme Marie-Hélène, il sort beaucoup. Bah, je le trouvais quand même très léger, mais elle était amoureuse de ce garçon. Rien dans la vie de Marie-Hélène ne peut expliquer sa soudaine disparition. Elle a des projets à venir, elle est heureuse dans la vie. Elle a une famille aimante, entourée d'une sœur, d'un frère, de parents aimants. Rien ne peut laisser penser qu'elle va disparaître. Partie volontairement, on l'avait même pas envisagé. Qu'elle se soit suicidée, qu'elle se soit fait du mal, non plus. C'est pas quelqu'un qui est démoralisé, c'est pas quelqu'un qui semble être dépressif. Elle n'a aucune raison, il n'y a aucun élément qui pourrait laisser penser qu'elle devait partir. Jean-Marc, 15 jours après la disparition de Marie-Hélène Audois, la police ne s'est toujours pas investie dans les recherches. Seuls les parents agissent avec une détermination très exceptionnelle, comme on l'a vu. Ils louent un hélicoptère, ils font sonder un lac, ils placardent des avis de recherche un peu partout. Comment expliquez-vous que les services d'enquête ne fassent rien ? Je crois que les circonstances mêmes de la disparition de Marie-Hélène Audois font que les services de police n'ont pas entrepris immédiatement de recherche. Marie-Hélène est une femme majeure, elle est indépendante financièrement, elle ne souffre pas de troubles mentaux, elle n'est pas dépressive, elle est partie avec sa voiture, aucun accident de voiture n'a été signalé, alors un départ volontaire est tout à fait plausible. En plus, elle est partie avec ses moyens de paiement et ses papiers. Justement, Jean-Marc, les parents de Marie-Hélène ont interrogé sa banque et ont appris qu'aucun mouvement n'avait eu lieu sur son compte. Depuis 15 jours, c'est étrange. Alors non seulement c'est étrange, mais ça devient inquiétant. En effet, si on peut supposer que quelqu'un puisse vivre pendant une semaine avec de l'argent liquide, au bout de 15 jours, c'est plus difficile. Il faudrait être parti avec une importante somme d'argent. Au bout de 15 jours, ça m'étonne quand même que les services de police n'aient rien entrepris. Le 3 juin 1991, soit 2 semaines après la disparition,
Et sans aucun élément nouveau récolté par leurs multiples recherches, les parents de Marie-Hélène décident de porter plainte pour séquestration au commissariat de police de Nice. Le 13 juin, une information judiciaire est ouverte. Pourquoi porter plainte pour séquestration et non pour disparition ? Eh bien Arnaud, en 1991, la législation concernant les disparitions, et notamment les disparitions inquiétantes, n'existait pas. Pour pouvoir rechercher une personne disparue, une personne majeure disparue, il fallait faire ce qu'on appelait une RIF, une recherche dans l'intérêt des familles, qui ne supposait que des actes matériels administratifs faits sous le contrôle de la préfecture. La seule manière pour faire des actes d'enquête était d'ouvrir une information, soit pour enlèvement, soit pour séquestration. Vous parlez d'actes d'enquête, j'imagine que vous pensez tout d'abord à la recherche de témoins. Oui, bien sûr, en 1991, la téléphonie mobile, les téléphones portables n'existaient pas. On ne pouvait donc pas localiser de cette manière les personnes disparues. Il s'agissait avant tout de rechercher des témoins. Or, dans notre affaire, on l'a vu, Marie-Hélène est une personne extrêmement remarquable, elle est belle, elle est lumineuse, comme disent les gens qui la connaissent. Ça facilite grandement le recueil de témoignages. Alors tout porte à croire que Marie-Hélène a disparu entre Monaco et Gap. Et c'est justement un témoignage spontané recueilli par le père de Marie-Hélène qui va bouleverser l'enquête et mettre à mal le scénario selon lequel la jeune femme aurait disparu pendant sa tournée professionnelle. Alors que Jacques Audois affiche des avis de recherche à Cagnes-sur-Mer, non loin du domicile de sa fille, un commerçant l'interpelle. Le patron de la croissanterie lui a dit « mais je l'ai vue, elle est très belle, je l'ai vue en début d'après-midi en train de manger un petit encas avec une jeune fille blonde. » Le commerçant en est certain. C'est le mardi 21 mai, c'est-à-dire le jour de sa disparition, que Marie-Hélène est passée à la croissanterie. Et nous, on y a cru, parce que comme elle avait déclaré à l'employé de la pharmacie qu'elle n'avait pas déjeuné entre midi et 2, c'était plausible qu'elle puisse manger en début d'après-midi avec une jeune femme blonde. Marie-Hélène serait donc revenue dans son quartier après avoir été à Monaco. Dès le lendemain, les enquêteurs vont entendre le responsable de la croissanterie. Lui, il va dire, moi, Marie-Hélène, je suis sûr et certain de l'avoir croisée le mardi après-midi dans ma croissanterie. Et d'ailleurs, je lui ai parlé, on a échangé quelques phrases, et je l'ai vue après, une fois qu'elle avait fini de prendre sa consommation, je l'ai vue rentrer vers tel endroit. Il se trouve que cet endroit, c'est effectivement l'immeuble où habite Marie-Hélène. Le témoignage est solide. Alors que faisait Marie-Hélène juste à côté de son domicile cet après-midi-là ? Serait-elle repassée chez elle? Et pourquoi faire? Ça change tout, parce que ça veut dire que si quelqu'un l'a vue à Cagnes-sur-Mer le mardi après-midi, ça veut dire que quand elle a quitté Monaco, elle ne s'est pas rendue en direction de Gap et de Briançon comme elle devait le faire, et qu'elle est repassée à son domicile. Et ça, forcément, c'est très perturbant parce que c'est pas du tout ce qui était prévu. Ça veut dire qu'elle a fait quelque chose qui n'était pas prévu à son propre programme. Ça permet de penser qu'elle est repassée chez elle. Voilà. Et peut-être qu'il s'est passé quelque chose à son domicile et qu'elle n'a pas repris la route et qu'elle aurait à ce moment-là disparu ou à son domicile ou à côté de son domicile. Alors que les policiers sont dans la croissanterie, Steven, le petit ami de Marie-Hélène, vient à leur rencontre. Les enquêteurs en profitent pour aller perquisitionner le domicile du couple en compagnie du jeune homme. Quand ils rentrent dans l'appartement, ils notent pas de choses particulières au départ, c'est-à-dire un appartement qui n'est pas très bien rangé. Il n'y a pas non plus des traces de bagarre, des meubles retournés ou des choses cassées. En revanche, ce qui va les frapper tout de suite, c'est que quand ils vont aller dans la chambre de Steven et de Marie-Hélène, ils vont découvrir 2 photos de femmes et ils se rendent compte que c'est pas Marie-Hélène. Les enquêteurs demandent alors à Steven de les suivre au commissariat de Nice pour l'auditionner en tant que simple témoin. Il est très coopératif, il est détendu, il semble même ne pas être inquiet vraiment, comme une espèce de détachement. Les policiers demandent à Steven qui est la jeune femme dont ils ont retrouvé les photos dans l'appartement. C'est une maîtresse de Steven, une jeune mannequin suédoise qui s'appelle Gunilla, qui est là parce qu'elle est mannequin et un peu actrice, elle est venue pour le festival. Le week-end précédant la disparition de Marie-Hélène, le festival de Cannes bat son plein.
Les célébrités sont sur la croisette. Gunilla en fait partie. Steven explique aux policiers qu'il s'est rendu en discothèque, en boîte, avec cette Gunilla et avec Marie-Hélène. Donc voilà, la soirée se passe pas très bien du tout. Aussi surprenant que ça puisse paraître, il ne cache pas aux policiers que le vendredi, il trompe Marie-Hélène devant elle en fait. Il banalise l'infidélité et il considère qu'une fois qu'il a fait ses excuses, tout va bien et que Marie-Hélène va accepter. Bon, effectivement, je la trompe, mais c'est pas très grave, elle me pardonne toujours. Après cette soirée houleuse en boîte de nuit, Marie-Hélène décide de passer la journée à la plage de Juan-les-Pins avec une amie. Et le samedi soir, donc après cette journée à la plage, Marie-Hélène et Steven sont censés normalement aller à une soirée d'anniversaire tous les deux. Et Steven donc demande à venir avec Gunilla et pas avec Marie-Hélène. Ça me met vraiment très mal à l'aise par rapport à Marie-Hélène, puisque forcément je cautionne pas l'attitude, mais bon. Très à l'aise, Steven raconte aux policiers qu'après ce dîner d'anniversaire, il a passé la nuit avec sa maîtresse. Alors le dimanche, évidemment, il y a une petite explication qui s'impose entre Steven et Marie-Hélène. Mais Steven va parler évidemment d'une dispute, mais de quelque chose d'assez soft, on va dire. C'est-à-dire, il n'y a pas évidemment de coups échangés, il n'y a pas de il décrit quelque chose de l'ordre de la mise au point et de la dispute simple et classique. Le lendemain, Marie-Hélène et Steven passent le lundi de Pentecôte séparément. Elle passe l'après-midi avec une amie intime et à qui elle va expliquer d'ailleurs la situation avec Steven. Elle va rien cacher, elle va expliquer que c'est très compliqué. Mais elle veut lui parler, elle veut surtout avoir une discussion avec lui, surtout. Son but, c'est quand même garder Steven parce que indéniablement, elle l'aime et donc elle veut tout faire pour que ça s'arrange. Et le lundi soir, donc quand elle rentre au domicile à Cagnes-sur-Mer, Steven est là. Et donc là, à nouveau, va y avoir évidemment une discussion. Mais là, Steven explique aux policiers que c'est pas du tout la dispute du dimanche. Là, on est plutôt sur une réconciliation entre amoureux. Tout va bien, on repart, on redémarre. Et donc lui, il décrit une dernière soirée, puisqu'on sait maintenant que c'est la dernière soirée qu'ils vont passer ensemble, le lundi soir. Il raconte qu'ils ont même fait l'amour. Mais est-ce que c'est vrai? Ça, on ne le saura jamais. En tout cas, lui, dans son témoignage, il donne une version un peu à l'eau de rose, une version idéale, que la police n'a pas les moyens de contredire. Selon Steven, les problèmes du jeune couple sont réglés quand arrive l'heure de retourner au travail, le mardi matin. Il raconte qu'en fait, c'était une journée normale. Ils se sont réveillés, ils ont pris le petit-déj. Il va dire aux policiers, moi je partais bosser dans mon agence immobilière et je savais que Marie-Hélène devait partir pour sa tournée. Il l'a accompagnée à sa voiture. Il donne même des détails qui lui a porté son sac. Donc pour lui, la dernière fois qu'il se voit, c'est vers 9h30 devant l'immeuble. Et pour lui, il décrit Marie-Hélène qui s'en va, qui va démarrer sa tournée sur Monaco à cette heure-là. À l'issue de son audition, Steven quitte le commissariat. Ces derniers mots adressés aux policiers sont l'expression de son inquiétude devant l'absence de Marie-Hélène. Jean-Marc, ce début d'enquête est riche en révélations. Ce que l'on sait maintenant, c'est que Marie-Hélène est repassée chez elle après s'être rendue dans une pharmacie à Monaco, ce qui n'était pas du tout prévu dans son emploi du temps. En quoi cette information est importante? C'est bien sûr une information essentielle, Arnaud. Jusqu'à présent, on pensait que la dernière personne à avoir vu Marie-Hélène était cette préparatrice en pharmacie de Monaco. Désormais, on sait qu'elle a rencontré une jeune femme blonde à proximité de chez elle, dans cette croissanterie. Donc les enquêteurs vont devoir s'attacher à identifier cette femme pour lui demander ce que comptait faire Marie-Hélène après qu'elle se soit rencontrée. Et puis il est aussi possible que cette jeune femme ait accompagné Marie-Hélène à son domicile. Alors oui, ça change tout, parce que ça recentre l'enquête sur l'entourage proche de Marie-Hélène, et donc sur son petit ami, Steven. Justement, Jean-Marc, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude très décontractée de Steven, qui raconte tout aux policiers sans cacher ses problèmes de couple? Effectivement, Steven est sincère, transparent, effectivement. Il raconte tout, il dit même des choses
qui pourrait être gênante pour lui. Donc on peut se demander si c'est pas une stratégie que de le dire spontanément, plutôt que de révéler ses faits sous la pression de questions qui alors pourraient être gênantes. Est-ce que vous pensez que les policiers auraient dû placer Steven en garde à vue ? Écoutez, ils font le choix inverse, ils procèdent à une audition libre, on est au tout début de l'enquête, pour placer quelqu'un en garde à vue et l'entendre utilement, il faut avoir un certain nombre d'éléments à pouvoir lui opposer, avoir des billes, comme on dit, et là c'est pas le cas. Et puis Steven se montre spontanément coopératif, c'est lui qui va au-devant des policiers dans la croissanterie, les policiers veulent faire une perquisition chez lui, il ne s'y oppose pas. Alors, le placer en garde à vue ne pourrait avoir peut-être que des inconvénients, celui de créer un blocage. Je précise, Jean-Marc, que pour aller perquisitionner à l'improviste le domicile de Steven, les policiers avaient besoin de son autorisation écrite. Oui, effectivement, Arnaud, à ce moment de l'enquête, nous ne sommes pas encore dans le cadre d'une information judiciaire. Nous sommes dans le cadre d'une enquête préliminaire. Or, pour effectuer une perquisition dans ce cadre-là, il faut l'autorisation écrite de la personne chez qui on va aller. Or là, Steven accorde cette autorisation sans difficulté, sans tergiverser. Il ne prend même pas le temps d'essayer de camoufler un certain nombre de choses chez lui qui pourraient être gênantes. Et notamment le portrait de sa jeune maîtresse, de cette actrice suédoise qui se trouve sur sa table de chevet. Ce portrait pourrait laisser penser qu'il sait déjà 15 jours après sa disparition que Marie-Hélène ne reviendra jamais. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les policiers ne vont pas chercher à entendre cette jeune actrice blonde avec laquelle Steven trompait ouvertement Marie-Hélène. C'est effectivement très étonnant. Ça aurait été intéressant d'entendre cette jeune femme raconter à son tour le week-end précédent la disparition. Et puis je suis encore plus stupéfait que les policiers n'aient pas cherché à savoir si cette jeune actrice blonde n'était pas la femme qui accompagnait Marie-Hélène à la croissanterie le jour de sa disparition. Les policiers de la PJ de Nice poursuivent leurs investigations. Ils décident de retracer plus précisément l'emploi du temps de Marie-Hélène Audoy le jour de sa disparition. À quelle heure la jeune femme a-t-elle quitté son appartement? Qu'a-t-elle fait avant d'aller travailler? Les policiers vont enfin se pencher sur les appels téléphoniques qui ont été passés et qui sont sortis du téléphone fixe de l'appartement de Marie-Hélène et Steven. Et en faisant le relevé téléphonique fourni par France Télécom à l'époque, ils vont s'apercevoir qu'à 9h52 le mardi matin, il y a un coup de fil sortant, donc quelqu'un qui est dans l'appartement, à destination d'une copine de Marie-Hélène. Géraldine Garino se souvient très bien de ce coup de fil. Un appel qui a duré 26 minutes. On parle vraiment que du week-end, quoi, hein, qu'elle a mal vécu et ce qui se comprend. Voilà. On ne parle que de Steven. Encore et encore et encore, parce qu'elle est quand même, elle part avec quand même le cœur lourd. Elle ne part pas très sereine. Elle partait un peu à reculons finalement sur cette tournée de 4 jours parce qu'elle pensait qu'il allait en profiter pour recommencer et la tromper à nouveau. Marie-Hélène aurait donc quitté son domicile après cet appel téléphonique à 10h20 pour se rendre à Monaco. Un horaire cohérent avec son heure d'arrivée à la pharmacie. Alors pourquoi Steven a-t-il dit qu'ils étaient partis ensemble à 9h30 ? Ça ne fait pas de lui un suspect, mais ça ouvre quand même une porte à des investigations plus approfondies sur lui. Steven est alors réentendu par les enquêteurs. Le jeune homme est mis face à de nouveaux éléments. Par exemple, le témoignage d'un voisin qui a entendu une dispute violente, qui a entendu des bris de verre quelques jours avant la disparition. Il est contraint de revenir sur ce qu'il a dit. Et là, il est obligé de reconnaître qu'effectivement, la dispute a été peut-être un peu plus violente que ce qu'il a bien voulu l'exprimer la première fois. Il y a des incohérences, il y a des contradictions, il y a des mensonges. C'est aussi l'attitude de Steven au tout début de la disparition qui a étonné les proches de Marie-Hélène. Il ne participe à aucune recherche. Il n'est même pas du tout impliqué. Moi-même et mon mari, quand on lui demande de s'investir, de chercher la voiture ou de déposer des affiches, les affiches, je crois qu'il en a donné une. Et puis il va très vite passer dans le plaisir avec des amis. Il va passer tout de suite à autre chose. On apprend rapidement qu'il amène des jeunes filles dans l'appartement, qu'il va en boîte.
pour lui, on avait l'impression effectivement que sa petite vie continuait. Parce que quand vous allez en boîte de nuit, que vous ramenez des jeunes filles dans les draps de ma fille, dans les draps de la jeune fille qui a disparu, c'est quand même difficilement compréhensible. C'est pas 6 mois après, c'est dans les 10 jours qu'on suivit. Hein. C'est troublant, c'est troublant. Il n'a pas eu l'attitude, c'est vrai, même moi, je l'ai pensé à ce moment-là. Je dis, c'est vrai qu'il n'a pas l'air plus touché que ça, mais avec ses 20 ans. Et je pense que c'est ça qui change tout. Il n'a pas eu l'attitude qu'il fallait, mais c'est pas forcément qu'il est suspect pour autant. En septembre 1991, soit 4 mois après la disparition, Steven part s'installer à Paris. Une nouvelle ville pour, semble-t-il, tourner la page. Mégare, on vient de voir que le petit ami de Marie-Hélène Audoy varie dans ses déclarations et ne raconte pas toute la vérité. Est-ce que le mensonge dans une audition policière est puni par la loi ? Pour répondre à cette question, Arnaud, il faut distinguer les différentes phases de la procédure pénale à compter du moment où l'infraction est commise ou bien, comme dans notre affaire, la disparition signalée. Au tout départ, dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de flagrance, les témoins n'ont pas à prêter serment de dire la vérité et peuvent par conséquent mentir. Maintenant, si on avance dans la procédure et qu'on bascule vers l'instruction, là, les témoins ont l'obligation de prêter ce serment et s'exposent en cas de témoignage mensonger à une peine de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et pour revenir à notre affaire, Steven a été entendu à 2 reprises, pendant l'enquête préliminaire d'abord et ensuite pendant l'instruction. Donc si dans le premier cas, il pouvait mentir, dans le second, il était tenu de dire la vérité. On sent bien que ce jeune homme est dans le collimateur des enquêteurs et pourtant, il quitte la région pour partir vivre à Paris. Est-ce qu'il n'y a pas une obligation de rester près du service d'enquête lorsqu'on est témoin important dans une affaire ? Non Arnaud, la liberté d'aller et venir, c'est un droit fondamental et son entrave est strictement encadrée par la loi. Seule une personne mise en examen, c'est-à-dire contre laquelle il existe des indices graves ou concordants laissant penser qu'elle a pu commettre une infraction, peut voir sa liberté d'aller et venir réduite. C'est l'hypothèse où elle serait placée en détention provisoire, c'est alors une restriction absolue, ou bien l'hypothèse où elle serait sous contrôle judiciaire, c'est une restriction relative. La personne n'est pas détenue, mais elle peut être interdite de se rendre dans certains endroits. Pour revenir à notre affaire, Steven n'a jamais été placé sous le statut de mise en examen, mais a toujours été entendu en qualité de simple témoin. C'est la raison pour laquelle il était parfaitement libre de se déplacer et même d'aller s'installer loin des faits. Les jours, les semaines et les mois passent et toujours aucune nouvelle de Marie-Hélène Audoy. Sa mère continue les recherches et un jour, par hasard, elle obtient une information qui va bouleverser l'enquête. J'ai longé la Croisette et d'une manière aléatoire, je suis rentrée dans certaines rues et dans certaines boutiques où chaque fois, je montrais la fiche de ma fille en leur demandant s'ils avaient vu cette jeune fille. Et là, dans une boutique, il y a une dame qui me dit « Mais vous ne croyez pas que votre fille a fugué ?» Et là, je lui dis, écoutez, madame, non, je ne crois pas, parce qu'elle est libre et indépendante. Et d'ailleurs, elle habitait avec un copain. Et là, la dame que j'ai en face de moi me dit « Et le copain ?» Et moi, d'une manière spontanée, j'ai dit le nom de famille du copain. Et là, la dame qui était en face de moi, elle me répète le nom de famille, mais elle rajoute « Steven ». Et là, la dame me dit « Mais vous savez qu'il a été interrogé, il a été un témoin dans l'affaire de John Bert. » John Bert, c'est ce petit garçon qui a disparu l'année de ses 13 ans. Alors l'affaire John Bert, c'est une des grandes énigmes de la Côte d'Azur. John Bert avait 13 ans lorsqu'il a disparu à Théoul-sur-Mer, donc entre Cannes et Saint-Raphaël, après Mandelieu. Et il a disparu subitement, on ne l'a jamais retrouvé. Déborah Chaude est la maman de John Bert. Cela fait près de 40 ans qu'elle attend de savoir ce qui est arrivé à son fils. Je crois qu'il n'y a rien de pire dans la vie d'une maman de ne plus voir son enfant et de ne pas pouvoir savoir. John a disparu le 3 novembre 1982.
Ce jour-là, il est parti faire une balade sur son vélo rouge et il n'est jamais revenu. Le soir même, sans nouvelles du garçon, son beau-père signale la disparition à la gendarmerie de Théoul. Ils ont fait des recherches sur le terrain. Il y a eu beaucoup de bénévoles aussi qui ont aidé. Ils ont cherché dans les bois, ils ont cherché de partout. On a mis des affiches, on a fait plein de choses. C'était très angoissant. Ça n'a jamais rien donné. Parce qu'un accident, bon, on va trouver quelque chose. On aurait au moins trouvé le vélo. Quelque chose. Mais rien. Comme s'il n'a jamais existé. L'hypothèse criminelle a rapidement été privilégiée par les enquêteurs de la PJ de Nice, saisis de l'affaire. Car il semblait impensable que John ait décidé de fuguer. Il rigolait tout le temps, il adorait sa petite sœur, il était bien en famille, tout allait bien. Les policiers découvrent qu'un adolescent résidant à Théoul a croisé John à 2 reprises le jour de sa disparition. Et cet adolescent n'est autre que Steven. Il était alors âgé de 15 ans. Il vivait juste à côté de chez John. À l'époque, Steven a été entendu par les enquêteurs. Et Steven raconte, lui, il est sur un vélo moteur et il croise John Bert qui est sur son vélo. Et en fait, il propose de le tracter en fait, avec son vélo moteur. Alors, on imagine la scène un petit peu, hein, c'est des ados, qui, un sur le vélo moteur, l'autre derrière sur son vélo. Et donc, il raconte cette scène. John aurait ensuite continué sa route seul. Cet épisode fait de Steven la dernière personne à l'avoir vu vivant. La maison de ses parents est perquisitionnée. Aucun élément permettant de le relier à la disparition n'est découvert. Et quelques semaines plus tard, Steven revient sur ses déclarations. Il va dire non mais en fait ça c'est n'importe quoi, je l'ai jamais dépanné, je l'ai jamais tracté. Je l'avais vu effectivement, je l'avais croisé le matin, mais au moment de sa disparition supposée, non, c'est pas du tout croisé. Donc les policiers sont très étonnés parce que il a donné un témoignage très précis et là il change complètement d'avis. Et donc quand ils lui demandent pourquoi il change d'avis, il leur explique que voilà, il a voulu faire le malin, comme c'était forcément une disparition qui avait fait parler dans le collège, etc. Il avait voulu se mettre un petit peu en avant. Je trouve que c'est énorme pour un enfant de 15 ans, qu'il était à l'époque, d'inventer une chose pareille, quoi. Mais une fois qu'il a dit que c'était pas vrai, ben, on peut pas... On n'a plus rien à dire. Les enquêteurs ont cessé de s'intéresser à Steven et Deborah Chaud est restée dans l'incompréhension. Et c'est 9 ans plus tard qu'elle a reçu un appel d'Annie Audoin. Elle m'a dit, voilà, je suis la maman de Marie-Hélène Audoin, qui a disparu. Et vous avez eu affaire avec Steven quand John a disparu. Mais Marie-Hélène vivait avec Steven quand elle est disparue aussi. C'était choquant. C'était... J'ai trouvé ça tellement énorme. J'ai dit, c'est pas possible, il faut qu'il... Il sait quelque chose. Deux disparitions et la même personne au milieu. Mais on peut pas accuser qui que ce soit. On n'a pas de preuves, on n'a pas... Et la police judiciaire a dit qu'il était pour rien. Reste que la coïncidence est particulièrement troublante. En novembre 1991, soit 6 mois après la disparition, les policiers convoquent une nouvelle fois Steven. Ils veulent par cette nouvelle audition le confronter à ses incohérences. Pour l'instant, le petit ami de Marie-Hélène est la seule piste de ce dossier, mais une piste fragile qui repose plus sur des ressentis que sur des preuves indéniables. Les policiers veulent connaître l'emploi du temps de Steven, le jour de la disparition. Et c'est très étonnant que les policiers posent cette question seulement au mois de novembre, alors qu'on peut imaginer, logiquement, que c'est une des premières questions qu'ils auraient dû poser
dans les jours qui ont suivi la disparition de Marie-Hélène, c'est-à-dire dès le jour où ils font la perquisition chez Steven et chez Marie-Hélène, et dès le jour où ils entendent pour la première fois Steven, on se dit que logiquement, l'une des premières questions, c'est qu'est-ce que vous avez fait ce mardi-là? À quelle heure vous êtes parti? À quelle heure vous êtes rentré à l'appartement? Non, en fait, ces questions-là, il ne les pose pas au mois de mai, il les pose au mois de novembre. Steven raconte que ce matin-là, il est parti travailler à son agence immobilière à Nice. Les enquêteurs se renseigneront auprès de son employeur qui confirmera qu'il était bien là la première demi-journée, le matin, et son employeur dira qu'il ne travaillait pas l'après-midi. Qu'a fait Steven l'après-midi où Marie-Hélène a disparu? Interrogé par les policiers, il déclare ne pas se souvenir de son emploi du temps de la journée du 21 mai 1991. Pour lui, c'était très facile, 6-8 mois après, en disant « mais je ne me souviens pas ce que j'ai fait », ce qui est d'ailleurs très étrange. Parce que quand on est épris d'une personne qui disparaît, on est marqué par cette disparition. On est marqué par le fait d'avoir perdu l'être aimé tel jour. Et nécessairement, on doit se souvenir de où on était, de ce qu'on a fait. Lors de cette nouvelle audition, Steven va alors pour la première fois évoquer un personnage troublant, une certaine Evelyne. Il leur explique, bah voilà, j'ai travaillé dans son agence immobilière, on a eu des relations intimes, mais il est d'emblée assez cash sur leurs relations, c'est-à-dire que on comprend très bien, enfin les policiers comprennent très bien comment est faite cette relation, c'est-à-dire que Evelyne, elle est là pour payer, elle est là pour lui donner de l'argent pour qu'il s'achète une voiture. Il va admettre qu'elle lui fait des cadeaux. À l'époque, en peu de temps, elle lui offre des montres de grande valeur. Il va même jusqu'à dire qu'elle voulait qu'il lui fasse un enfant et elle était prête à lui proposer 1 million de francs. Il va admettre qu'elle était follement amoureuse de lui et que lui en avait rien à faire. Donc il est dans le mépris de cette personne. Il admet qu'il était gigolo. C'est aussi simple que ça. C'est une femme qui est bien plus âgée que lui et qui a jeté son dévolu sur ce jeune homme, qui en profite et qui profite de ses largesses financières. C'était une relation économique d'un côté contre des faveurs sexuelles de l'autre. Hein. Mais pour Steven, c'était la Brinks. Hein. Bah, Evelyne, il la ménage pas devant les policiers, Steven. Hein. Quand il fait son portrait, quand les policiers lui demandent de parler d'elle, il la décrit vraiment comme une femme très jalouse, très possessive. Elle l'espionne. Elle lui dit même un jour, si cette fille elle rentre dans l'agence immobilière, je lui crève les yeux. Donc on est quand même face à quelqu'un qui tient des propos un peu outranciers et qui surtout a une espèce de jalousie pas du tout dissimulée. Et voilà, il n'est pas très très sympa avec Evelyne devant les policiers, ça c'est sûr. Lassé de cette jalousie maladive, Steven raconte avoir mis fin à cette relation, tout en continuant d'accepter les cadeaux de son ex-maîtresse. Il raconte une anecdote. C'est qu'il a beau ne plus être avec elle, ils sont quand même très proches. Et surtout, lui, il vit dans l'appartement à Cannes-sur-Mer comme locataire, et c'est elle qui paye le loyer. Et le fait de voir une autre femme s'installer dans l'appartement qu'elle paye, elle le vit très mal. Elle supporte mal que le petit jeune qu'elle entretient lui échappe au profit d'une belle et jeune et fraîche jeune fille qui est Marie-Hélène. Steven, il va raconter aux policiers que quelques semaines avant la disparition de Marie-Hélène, Evelyne, elle va rentrer chez eux. Alors pas par effraction parce qu'elle s'est procuré des clés, mais en tout cas ils sont pas là, ni Marie-Hélène ni Steven au moment où elle rentre dans l'appartement. Elle rentre dans l'appartement et elle va déposer exprès des objets, une barrette, du rouge à lèvres dans la salle de bain, en quelque sorte pour marquer son territoire, dire à Steven « je suis là » et dire surtout à Marie-Hélène « je suis là ». C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose de très étrange. Marie-Hélène avait fait part de cet épisode à son amie Géraldine Garino. Elle a dit c'est une folle dingue, tu te rends compte, ça l'avait extrêmement choquée. Elle était venue dans ses affaires, son intimité. Voilà, donc elle avait eu une attitude effrayante. Après cet événement, Steven a demandé à Evelyne de venir présenter ses excuses à Marie-Hélène.
Il déclare aux enquêteurs que c'était un affront insupportable pour Evelyne et qu'elle en avait conçu une grande haine à l'encontre de Marie-Hélène. Ça donne quand même une ambiance qui est au-delà de... Voilà, on est quand même dans quelque chose d'un peu inquiétant, quoi. Quelques jours avant la disparition, les pneus de la voiture de Marie-Hélène ont été crevés. Si rien ne permet de relier cet acte à Evelyne, les nouveaux éléments fournis par Steven sont glaçants. À l'issue de son audition, Steven repart à Paris. Evelyne poursuit sa vie sur la Côte d'Azur sans être contactée par les policiers. Jean-Marc, avant de vous interroger sur les derniers développements de cette affaire, un mot sur le rôle central qu'ont joué les parents de Marie-Hélène dans cette enquête. Ce sont eux qui ont lancé des recherches physiques et matérielles importantes et onéreuses dans la région pour tenter de retrouver le véhicule accidenté de leur fille. Ce sont eux qui ont actionné la justice et la police judiciaire en déposant plainte. Ce sont eux qui, en faisant de véritables enquêtes de voisinage, ont recueilli des témoignages essentiels à la poursuite des investigations. Et enfin, ce sont eux qui ont fait le rapprochement avec l'affaire John Bert. Pardon de vous poser cette question, Jean-Marc, mais que fait la police? Oui, Arnaud, je suis sidéré et même navré que la police judiciaire à laquelle j'ai appartenu pendant 35 ans ait été aussi négligente, voire laxiste dans le traitement de cette affaire. Bien sûr, dans certaines affaires, notamment dans les affaires de disparition, les familles entament des recherches de leur côté, des recherches parallèles à celles de la police. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que c'est la famille seule qui a fait cette enquête. Alors oui, on peut se poser la question, Arnaud, mais qu'a fait la police? Il y a dans ce dossier quelque chose de très troublant, le fait que Steven apparaisse à la fois dans l'affaire de la disparition de John Bert et dans celle de Marie-Hélène Audois. Simple coïncidence ou pas, Jean-Marc? Dans ce métier, on voit parfois des choses extravagantes, des coïncidences troublantes, ça m'est moi-même arrivé. Mais néanmoins, dans notre affaire, le fait que Steven soit le dernier à avoir vu John Bert vivant et l'un des derniers à avoir vu Marie-Hélène Audois, alors que tous deux sont disparus sans que rien n'expliquant leur disparition n'ait pu être établi, ça mérite des investigations plus importantes pour savoir s'il s'agit du fait d'un malheureux hasard ou s'il y a une autre explication. Lorsque Steven est interrogé par les policiers, il va pour la première fois, et ce de façon spontanée, parler d'Evelyne, une femme qui a joué un rôle très important dans sa vie. Ouais, c'est vrai, Steven révèle non seulement qu'Evelyne était sa maîtresse, mais en plus qu'elle l'entretenait financièrement, ce qui donne de lui le portrait peu reluisant d'un gigolo. Alors bien sûr, pendant son audition, il la charge, il embrosse un portrait assez noir qui fait d'elle une potentielle suspecte qui aurait pu agir par jalousie. Pourtant, Jean-Marc, les policiers ne cherchent pas, à l'issue de l'audition de Steven, à interroger cette femme. Ils ne semblent pas être intéressés par ces nouvelles informations. Oui, et là encore, c'est bien regrettable, car il aurait été intéressant de voir quel portrait elle-même aurait brossé de Steven. Et puis, il ne faut pas oublier que cette femme est blonde. On peut se poser la question également de savoir si ce n'est pas elle qui se trouvait à la terrasse de la Croissanterie avec Marie-Hélène le jour de sa disparition. Cela fait maintenant 7 mois que Marie-Hélène n'a plus donné aucun signe de vie. 7 longs mois pendant lesquels ses parents ont frénétiquement collé des avis de recherche en espérant obtenir des nouvelles de leur fille. Rien, pas un signe de vie, pas un appel à un ami. Mais on a tous un peu un espoir un peu fou de dire que peut-être un miracle peut arriver. Parce que c'est déjà arrivé. Que des jeunes femmes, surtout, réapparaissent parce que certains personnages les avaient séquestrées. Et en décembre 1991, l'appel d'une commerçante de Juan-les-Pins livre enfin à Annie Audois un témoignage qui va faire basculer l'enquête. Alors c'est la fille de la vendeuse du magasin qui m'appelle en me disant qu'il y a un homme serait passé dans sa boutique de sa maman, achetant une robe avec une jeune femme qui lui paraît être Marie-Hélène. Marie-Hélène serait passée dans cette boutique le 31 juillet 1991, soit plus de 2 mois après sa disparition. Elle aurait acheté ce jour-là une robe rose et kaki. Je me dis, elle est en vie. Elle est en vie et ça me donne un espoir qu'il faut vérifier au moins. Très vite, les enquêteurs entendent la vendeuse. La vendeuse dit je l'ai vue Marie-Hélène, elle était accompagnée d'une autre femme et d'un homme
qu'elle décrit clairement comme un proxénète, c'est-à-dire, voilà, elle dit, il avait tous les attraits du proxénète. D'ailleurs, il appelait ces deux femmes ses petites putes. Il était plus âgé qu'elle, et puis il lui a choisi une très belle robe, et puis au moment où elle passe dans la cabine d'essayage, la vendeuse a le sentiment qu'elle a quelques brûlures, et que cette jeune fille était peut-être un peu droguée, qu'elle était un peu soit droguée, soit un peu ivre, mais que la vendeuse a le sentiment qu'elle est sous la coulpe de cet individu-là, et que c'est peut-être une prostituée. La commerçante précise que l'homme qui a payé la robe était âgé d'une 50aine d'années et parlait avec un léger accent. Donc tout ça est extrêmement précis. Elle a en plus gardé le ticket de caisse de la transaction faite ce soir-là dans la boutique. Donc là, les policiers se disent, ça y est, on tient enfin une piste, peut-être qu'elle est tombée dans un réseau de prostitution, donc ils partent à bride abattue sur cette piste-là. C'est vrai que ça on en parlait. Traite des blanches, voilà, c'est une belle fille, hein, Marie-Hélène, donc forcément, elle a pu attiser voilà, certaines envies pour des personnes mal intentionnées. Il ne faut pas oublier qu'on est sur la Côte d'Azur. Hein. La Côte d'Azur, dès qu'une femme disparaît, la prostitution, c'est quelque chose auquel on pense très très vite parce que la Côte d'Azur est un milieu où il y a de la prostitution, il y a de la traite d'êtres humains à l'époque comme ça. Donc voilà, ça serait passé dans le Poitou, on n'aurait sans doute pas privilégié la piste de la prostitution. Ça effraie parce qu'on ne voudrait pas que son enfant vive des choses terribles, mais en même temps, il y a la vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis, étant donné qu'elle paraît dominée, il faut la libérer, il faut aller à son secours. La vendeuse du magasin ajoute qu'elle a revu cet homme à bord de son véhicule quelques jours plus tard. Elle a noté le modèle de son véhicule, qui est un 4x4 assez rare en plus à l'époque, et la plaque d'immatriculation du 4x4. Donc là, on a tout, quoi. On a le ticket de caisse, on a la description, on a la voiture, on a tout ce qu'il faut. Dès le lendemain, les enquêteurs identifient le propriétaire de la carte bleue. Alors le ticket de carte bleue, il va les amener sur un certain Daniel Messinger. Et puis le 4x4, la plaque d'immatriculation, va les amener sur un certain Claude Forestas. Deux personnes différentes. 10 jours plus tard, les enquêteurs retournent au magasin de Jean Lépin. Donc les policiers, ils vont, avec une photo de Claude Forestas, revoir la vendeuse du magasin de Jean Lépin. Elle reconnaît, elle dit, ah bah oui, c'est lui qui est venu dans la boutique avec Marie-Hélène, c'est lui qui les a appelés mes petites putes, c'est lui qui a le 4x4, etc. Claude Forestas est maintenant le principal suspect de cette affaire. Le 2 décembre 1993, l'homme est arrêté à Antibes et immédiatement placé en garde à vue. Forestas, il comprend rien, il comprend pas ce qui lui arrive. Il n'a pas du tout le profil d'un proxénète, c'est un type qui vit un peu en marge, de manière extrêmement modeste. Il vit à moitié dans un cabanon au fond d'un jardin qui lui est prêté par des amis. C'est un marginal qui vit de petits boulots, mais pas du tout le profil de quelqu'un qui enlève des jeunes filles. Hein. Pourtant, la vendeuse de Jean Lépin l'identifie à nouveau comme étant l'homme ayant accompagné Marie-Hélène dans la boutique. Il n'en faut pas plus pour convaincre la juge d'instruction. L'homme est mis en examen pour séquestration et incarcéré à la prison de Grasse. Depuis sa cellule, Claude Forestas ne cesse de clamer son innocence. Ses avocats crient à l'erreur judiciaire. 2 mois plus tard, le propriétaire du 4x4 est finalement remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Les policiers approfondissent alors leurs investigations sur le propriétaire de la carte bleue, un certain Daniel Messinger. Daniel Messinger, c'est un personnage assez mystérieux. C'est un Suisse, donc il parle très lentement, avec un accent, et il dit qu'il a fait quelques affaires dans l'immobilier qui lui permettent de vivre de ses rentes. Mais au point de vue affaires, on ne sait pas trop ce qu'il a fait avant. Donc on peut se demander la réalité, en fait, de sa vie d'homme d'affaires. L'homme d'affaires suisse mène une vie de luxe depuis une dizaine d'années sur la Côte d'Azur. Il a 2 villas sur la côte à l'époque, une à Valoris, une à Saint-Raphaël. Enfin, c'est quelqu'un qui fréquente les boîtes de nuit, qui fréquente les restaurants, qu'on voit effectivement assez souvent avec des femmes.
Il drague dans les boîtes de nuit de la côte, il sort, il aime le contact des jeunes filles, il leur fait d'ailleurs miroiter une vie aisée, il peut toutes les héberger, il aime être entouré. En fait, Daniel Messenger, c'est un solitaire, un peu pathétique, qui veut être entouré, comme il n'a pas d'amis, qui veut être entouré de jeunes filles. En fait, c'est le personnage qui intrigue et qui inquiète, et c'est son mode de vie qui est complètement dissolu, qui va encore intriguer davantage. Les enquêteurs découvrent que Daniel Messenger fait passer des castings au Carlton de Cannes à des jeunes femmes recrutées par petite annonce. Les annonces qui paraissent dans tous les journaux gratuits du sud de la France sont très variées. Il y a certaines, c'est pour des photos, mais pas que. Il y a pour du secrétariat, pour des belles sportives qui veulent aller à l'étranger. C'est très, très varié. Mais les photos et le cinéma reviennent quand même, c'est un appât pour les jeunes filles. Daniel Messenger fait également passer ses castings dans un studio photo de Nice. Parce qu'il n'a jamais fait la production d'aucun mannequin, il n'a jamais vendu de photos, il n'a jamais participé à l'élaboration du moindre magazine, mais il rencontre des jeunes filles grâce à ce studio photo. Soupçonné de recruter ces jeunes femmes pour ensuite les prostituer, Daniel Messenger est interpellé le 1er juin 1994 et immédiatement placé en garde à vue dans les locaux de la PJ de Nice. Il dit, moi, Marie-Hélène Audois, je ne sais pas qui c'est, j'ai jamais entendu parler, j'ai rien à voir avec sa disparition. En revanche, cette fameuse scène du magasin de Jean Lépin où j'étais avec deux femmes à qui j'ai acheté des robes ce soir de juillet 1991, oui, c'est moi. Alors là, il admet, parce que ça lui arrivait souvent, d'acheter des robes, ça a pu arriver, mais il dit, je n'étais pas avec Marie-Hélène Audois. Par contre, il ne se souvient plus à qui il a acheté cette robe. Et là, il y a un problème, effectivement. Je dis, monsieur, à qui avez-vous acheté cette robe? Et puis, il va donner des noms, il va se tromper. Et là, les enquêteurs vont être confortés dans leurs doutes sur le personnage. Après 7 heures de garde à vue, Daniel Messenger est déféré devant la juge d'instruction. Mis en examen pour séquestration, il est écroué à la prison de Grasse. Certaines personnes sont entendues et diront moi je suis allé dans cette maison, il y avait des jeunes filles lascives sur des lits qui un lendemain matin ou à midi qui semblaient avoir été droguées. Vous savez, c'est une maison de la Côte d'Azur typique où on peut imaginer les soirées d'été où il y a des jeunes filles prostituées. C'était ce profil-là. 3 mois après son incarcération, la juge d'instruction décide d'alourdir les charges à l'encontre de l'homme d'affaires suisse par une nouvelle mise en examen, cette fois-ci pour proxénétisme. Il vit un cauchemar. Il est persuadé que ce cauchemar va s'arrêter, qu'il va se réveiller, que ce n'est pas possible, que Marie-Hélène Audois va réapparaître, qu'on va s'apercevoir que ce n'est pas possible, que ce n'est pas lui. Et je me souviens même que je suis relativement inquiet pour la santé mentale de Daniel Messenger et que j'ai peur qu'il porte atteinte à ses jours. C'est quelqu'un qui est désespéré, il ne comprend pas ce qui lui arrive, qui est dans une réelle souffrance. En l'absence de preuves et de témoignages de soi-disant prostituées, Daniel Messenger est finalement libéré après 6 mois d'incarcération. C'est une énorme déception pour la famille de Marie-Hélène Audois. Vous savez, quand on est parent, que la police vous dit ou la justice vous dit que c'est peut-être la personne qui est là sujette à la disparition de votre fille, par moment, vous pouvez le croire. Donc, on ne connaît pas encore ce qui est arrivé à ma fille. Il y a eu un moment donné où je pensais qu'on ne saurait jamais, quoi. C'était... Et j'ai eu, c'est vrai, ça m'a beaucoup bouleversée, hein. À ce moment-là, ils comprennent qu'ils ne la retrouveront pas grâce à ce mis en examen. Et de surcroît, ils comprennent aussi qu'ils ont perdu 4-5 ans dans la recherche active de la vérité. C'est une piste qui ne mènera à rien et qui entravera le bon cours de l'enquête, parce qu'au bout du compte, on a tout laissé tomber pour se concentrer sur
Daniel Messinger, et je pense que ça a été assez dommageable pour le dossier. Jean-Marc, 7 mois après la disparition de Marie-Hélène Audois, sa mère reçoit un appel téléphonique selon lequel la vendeuse d'un magasin de Juan-les-Pins aurait vu Marie-Hélène en compagnie d'un homme. Selon elle, cet homme lui a acheté une robe en utilisant sa carte bleue. Peu de temps après, cette même vendeuse raconte qu'elle a revu cet homme au volant d'un 4x4 dont elle a relevé la plaque d'immatriculation. Les policiers font alors des recherches et finissent par identifier 2 personnes différentes. Ah ouais, et c'est bien là le début du problème, Arnaud. Si le témoignage de cette vendeuse conduit à identifier 2 hommes, alors qu'il n'y en avait qu'un de présent dans la boutique, il y a un os. La logique de l'enquête eût voulu qu'on commence par discriminer lequel des 2, Forestas ou Messinger, était présent dans la boutique. Et pour ce faire, il y avait 2 possibilités, à mon sens. Soit présenter la photo des 2 hommes à la vendeuse, et par PV, elle désignait lequel des 2 était dans sa boutique. Soit, et c'est ce que j'aurais fait, convoquer les 3, la vendeuse, Forestas, Messinger au service, les mettre tous les 3 en présence, soit en direct, soit à travers une glace sans teint, pour qu'elle désigne par PV lequel était dans sa boutique. C'est simple. On a vu que ça ne s'était pas passé comme ça, et c'est le conducteur du 4x4 qui a été le premier à être mis en examen et incarcéré dans cette affaire. Oui, là encore, la logique aurait voulu qu'on commence par interpeller celui qui a payé avec sa carte bleue, c'est-à-dire celui qui était dans la boutique. Alors cet homme a fini par être entendu 3 ans après la disparition. Il s'appelle Daniel Messinger et comme Claude Forestas, il est à son tour mis en examen et écroué pour la séquestration de Marie-Hélène Audois. Et là encore, il finit par être libéré, faute de preuves. Oui, Arnaud, bien sûr, le profil de cet homme correspond bien à celui de quelqu'un qui aurait pu séquestrer Marie-Hélène pour l'intégrer à un réseau de call girls. Mais Arnaud, dans cette enquête, rien, absolument rien, ne vient conforter cette hypothèse un peu farfelue. Cette séquence me paraît complètement surréaliste. On a perdu un temps fou dans cet axe d'enquête, alors que quelques vérifications auraient suffi à l'écarter. Et puis, il ne faut pas oublier que 2 hommes ont été incarcérés alors qu'ils n'y sont pour rien. La piste Messinger écartée, les enquêteurs vont alors se concentrer de nouveau sur l'entourage de Marie-Hélène et s'intéresser cette fois-ci à Evelyne, l'ex-maîtresse de Steven, apparue dans le dossier dès novembre 1991. Dans le cadre d'une enquête de personnalité sur cette femme, on se rend compte qu'elle aime le sexe, l'argent, le pouvoir, qu'elle a des relations un peu, les liaisons dangereuses, et que en fait elle fait fortune parce que dans le cadre de ses opérations immobilières, elle mélange un peu tout. La négociatrice immobilière fait de ses clients des amants avec lesquels elle met en place des transactions financières douteuses. Ces amants sont entendus et tous dressent un portrait édifiant. Avec les mots d'aujourd'hui, on dirait que c'est une pervers narcissique, ce qui est assez rare pour une femme. Elle est harcelante, agressive, revancharde. Elle n'accepte pas d'être quittée et remplacée. Certains le disent que c'est une femme qui est... C'est bien quand on l'aime, mais quand elle ne vous aime plus, elle est capable de tuer. Certains ont eu peur de mourir. Les policiers apprennent que 3 ans plus tôt, Evelyne a été placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur un meurtre, commandité à Paris. Elle ne sera jamais mise en cause et au-delà. Mais voilà, c'est un personnage atypique et fascinant. Et si Evelyne avait embauché un tueur à gages pour faire disparaître Marie-Hélène Audois? On a les preuves qu'elle fréquentait des tueurs, elle avait le relationnel, elle avait l'argent, effectivement. Elle a dans ses relations des hommes politiques, des élus, des gens un peu moins fréquentables qui sont ouvertement liés au grand banditisme. Il y a tout ça dans son environnement plus ou moins proche. Donc, fatalement, ça pose question parce que quand on est en enquête sur une disparition dont on sait maintenant qu'elle a une origine criminelle, on se dit que là, on a une personne qui a des connexions avec une sphère criminelle, qui est peut-être capable de connaître des gens, qui sont capables de faire disparaître une personne, qui sont capables de faire disparaître une voiture. Et comme cette femme avait déjà manifesté sa jalousie envers ma fille, c'est très, très inquiétant.
Le 20 mars 1996, presque 5 ans après la disparition de Marie-Hélène Audoin, les policiers décident de passer à l'action. Evelyne est interpellée dans un bus à l'aéroport de Nice et placée en garde à vue dans les locaux de la PJ. De cette audition, il ne ressort pas grand-chose. Elle est très carrée sur sa non-implication dans la disparition de Marie-Hélène. Il y a 0 élément matériel contre elle. Ils se sont déjà cassés les dents sur d'autres pistes avant. Et là, encore une fois, c'est le cul-de-sac. C'est-à-dire qu'on a l'impression, à un moment donné, qu'on s'approche peut-être de la vérité, mais que finalement, ça colle pas. Après 43 heures de garde à vue, Evelyne, qui soutient avoir été à Paris le jour de la disparition de Marie-Hélène, est relâchée. Négard, une semaine après la garde à vue d'Evelyne, les policiers de la PJ de Nice sont dessaisis de l'affaire au profit des gendarmes de la section de recherche de Marseille. Qui décide de changer de service d'enquête et pour quelle raison ? C'est celui qui dirige les investigations qui décide du service d'enquête. Dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de flagrance qui se déroule sous l'égide du procureur de la République, c'est ce dernier qui décide. Et dans le cadre d'une instruction qui se déroule sous l'égide du juge d'instruction, c'est ce dernier qui décide. Maintenant, l'initiative peut venir des parties si elles considèrent par exemple qu'il y a eu un dysfonctionnement dans le service saisi ou bien que la nature et les circonstances de l'affaire nécessitent la saisine d'un autre service, elles peuvent le demander et c'est précisément ce qui s'est passé dans notre affaire. Alors que les investigations se poursuivent, Claude Forestas et Daniel Messinger, suspectés d'avoir enlevé Marie-Hélène Audoin, sont toujours mis en examen. Et pourtant, on voit bien que l'enquête s'oriente vers d'autres pistes. Pourquoi n'obtiennent-ils pas un non-lieu alors que manifestement, ils ne font plus figure de suspect numéro 1 dans cette affaire ? Aujourd'hui, Arnaud, si une personne estime que les raisons qui avaient justifié sa mise en examen ne sont plus d'actualité, par exemple du fait d'un témoignage clé survenu entre-temps, elle peut demander ce qu'on appelle sa démise en examen. Si cette demande est accordée, c'est le statut de témoin assisté qui lui est octroyé jusqu'à ce qu'à la fin de l'instruction, le juge d'instruction finisse par rendre une ordonnance de non-lieu partiel à son encontre. Maintenant, et pour revenir à notre affaire, à l'époque des faits, cette disposition particulière n'existait pas encore, et c'est sans doute la raison pour laquelle, en dépit du désintérêt des enquêteurs pour messieurs Forestas et Messinger, ceux-ci soient quand même restés sous le statut de mise en examen. 5 ans après la disparition de Marie-Hélène Audoin, les gendarmes de la section de recherche de Marseille vont maintenant reprendre tout le dossier. Ils vont relire tous les PV, refaire les premières vérifications et entendre à nouveau les témoins. Léopold Doll est un ancien capitaine de gendarmerie à la section de recherche de Marseille. C'est lui qui a dirigé cette seconde enquête sur la disparition de Marie-Hélène. Il y a des portes qui ont été ouvertes et il fallait quand même qu'on les ferme très rapidement. Très vite, les gendarmes sont certains que la vérité se cache dans la vie personnelle de Marie-Hélène Audoin. Pour prouver définitivement que la piste Messinger ne tient pas, ils parviennent à établir que l'homme d'affaires suisse avait un alibi indéniable le jour de la disparition. Ils découvrent également que la jeune femme vue dans le magasin de vêtements à Juan-les-Pins n'était pas Marie-Hélène. Les enquêteurs de la SR de Marseille recentrent alors toutes leurs investigations sur l'entourage de la disparue. Dès l'instant où on a su que dans cette affaire-là, il y avait le compagnon, Marie-Hélène et une maîtresse, on s'est dit là, c'est là qu'il faut gratter. C'est là qu'il faut gratter. Le 21 juin 1996, les enquêteurs perquisitionnent à Nice le garde-meuble d'Evelyne, un garde-meuble loué sous un faux nom. On retrouve pas mal de coupures de presse concernant la disparition de Marie-Hélène. Et ça nous avait quand même interpellés. Et on retrouve également son agenda concernant l'année de la disparition de Marie-Hélène. Sur certaines pages du mois de mai de la disparition ont été arrachées. Et on les retrouve dans un autre conteneur. Et le jour de la disparition, il y a des traits ou quelque chose comme ça. Il n'y avait rien marqué de plus, mais c'était griffonné. Comme un marquage important. Enfin, on sentait qu'elle était... elle s'intéressait à cette disparition. Pourquoi ? D'autres découvertes accablantes suivent. On retrouve également des notes de restaurants datées de la journée de la disparition sur la zone de Cagnes, Cagnes-sur-Mer, ce qui prouve qu'elle était bien sur les lieux, alors qu'elle avait dit au service de police qu'elle était à Paris ce jour-là.
Et puis, on retrouve également dans ces comptes des sommes d'argent qui sont retirées de ces comptes. 10 000 francs liquides le jour de la disparition, 10 000 francs liquides et plusieurs chèques la semaine de la disparition. Cet argent, il aurait pu servir à payer des hommes de même, c'est une supposition, hein, qui peut tenir la route, qui tient la route. Le 16 juillet 1996, les gendarmes convoquent Evelyne dans leurs locaux à Marseille. Le souvenir que j'ai, c'est qu'il y a une personne qui est sûre d'elle, voilà, qui ne se sentait pas en danger du tout, qui ne perdait pas du tout ses moyens. Sur les importantes sommes d'argent débitées au moment de la disparition de Marie-Hélène, Evelyne évoque des transactions liées à son travail et un chantage dont elle aurait été victime. Elle nous a dit que c'était simplement pour donner déjà du voyage qu'il voulait la faire chanter, sur le fait qu'elle trompait son mari. Or, pareil, elle nous a menti, puisque le mari nous dit c'est impossible, on était déjà séparés. Je me rappelle cette phrase et je vous la redis. Tout cas, sur Saint-Laurent-du-Var savait que j'étais cocu. Donc, moi aussi, je le savais. Alors, quelle raison aurait-elle de donner de l'argent pour pas que je le sache? Après plusieurs heures d'audition, sans preuve irréfutable ni aveu, les gendarmes sont contraints de relâcher Evelyne. C'est alors que les enquêteurs vont s'intéresser à une information jusque-là négligée par les policiers. Quand les gendarmes ils se replongent dans le jour de la disparition de Marie-Hélène et qu'ils reprennent le fameux relevé téléphonique des appels sortants de l'appartement de Cagnes-sur-Mer, ils se rendent compte qu'à peu près 16 heures, il y a un coup de fil qui est passé de l'appartement de Marie-Hélène et Steven vers un numéro qui est le numéro en liste rouge de Evelyne. Donc voilà, ça fait partie du questionnement de pourquoi ce mardi après-midi, Steven, qui n'a pas l'habitude d'appeler Evelyne, pourquoi ce mardi, le jour pile poil où Marie-Hélène disparaît, il passe ce coup de fil. On peut s'imaginer qu'il y a eu une dispute entre Steven et Marie-Hélène, qu'il y a eu un geste malheureux et que Steven appelle Evelyne au secours, sachant qu'elle a les contacts nécessaires, le budget nécessaire, enfin les moyens en tout cas pour faire disparaître le corps. Envisageant maintenant le scénario d'une complicité entre Steven et Evelyne, les gendarmes décident le 15 juin 1999, soit 8 ans après la disparition, de les placer conjointement en garde à vue. Elle était, vous savez, comme un rocher auquel vous voulez vous agripper. Vous n'arrivez pas à la... Chaque fois que vous glissez, vous n'arrivez pas à la saisir, cette femme. C'est impressionnant. C'est impressionnant, hein. Sacré caractère. Lui, il est plus discret. Il était plus discret. Plus dans l'effacement. Voilà. On sent même peut-être une certaine peur de cette femme. Interrogé sur le coup de fil passé à Evelyne à 16h19 le jour de la disparition de Marie-Hélène, Steven se montre très évasif. Il a expliqué que c'était pour une histoire de fiscalité. Il avait une question à poser à Evelyne qui était son ancien employeur, donc il y avait un problème comptable. Il avait besoin de lui demander un conseil. C'est un coup de fil qui est quand même très très court, qui dure même pas 20 secondes. Donc on peut se poser la question de savoir si on peut régler un problème fiscal ou comptable en 20 secondes au téléphone, j'en sais rien. Après respectivement 5 et 6 heures de garde à vue, Evelyne et Steven sont relâchés. Ils n'ont jamais craqué, mais je savais qu'on n'avait pas assez de temps pour aller vraiment dans le fond et vraiment la déstabiliser. On n'avait pas assez de temps. On n'avait pas assez. On n'est passé très près de la vérité, très près. Mais on n'est pas passé loin, hein. Malgré tout, on n'est pas passé loin. Les gendarmes ont le sentiment de tenir la vérité sans parvenir à la faire éclater. 3 ans plus tard, la juge d'instruction décide de placer Evelyne et Steven sous le statut de témoins assistés. Cela prouve que des soupçons pèsent sur eux, mais pas suffisamment lourds pour les mettre en examen. L'enquête est à nouveau dans une impasse et le 14 mars 2007, soit 16 ans après la disparition de Marie-Hélène, la juge va alors tenter une opération de la dernière chance. La juge décide de passer l'appartement où vivaient Marie-Hélène et Steven au Blue Star. Ce procédé permet de mettre en évidence des traces de sang. Si on avait trouvé quelque chose, ça aurait contribué
à considérer qu'il s'était passé quelque chose dans l'appartement. Mais 16 ans après... Tout est trop tard, en fait. Et je crois que c'est le leitmotiv de ce dossier. C'est que tout a été fait, effectivement, mais tout a été fait trop tard. En septembre 2007, ne sachant plus quelles investigations lancer, la juge d'instruction veut clôturer le dossier. Les parents de Marie-Hélène Audoin obtiennent l'annulation de cette décision. Annie Audoin, elle s'est battue sans cesse pour maintenir les enquêteurs dans l'envie de trouver la vérité. Et elle s'est opposée à cette fermeture de l'instruction parce que pour elle, à ce moment-là, tout serait abandonné. C'est le combat d'Annie, c'est le combat de sa vie. C'est de toujours chercher la vérité pour ce qui s'est passé ce 21 mai. Dans son appartement, il y a une pièce qui encore aujourd'hui est dédiée au dossier, à se dire, voilà, elle connaît la moindre ligne du dossier, elle connaît tout par cœur, elle connaît tous les cul-de-sac, elle les connaît. En octobre 2010, une confrontation entre les parents de Marie-Hélène et les 2 témoins assistés, Steven et Evelyne, est organisée. Moi, j'y vais avec un petit espoir, mais en étant certaine que c'est une femme qui avouera que difficilement si c'est elle, si par hasard c'était elle. Lui, il se dit étranger à tout, qu'il a aidé la justice, que la seule personne qui avait un motif d'en vouloir à Marie-Hélène, c'était Evelyne. J'ai rien à me reprocher, voilà. J'ai donné ce que je savais sur Evelyne, et puis le reste, voilà, ça ne me regarde pas. À un moment donné, il a eu un mot vers nous, mais il a dit qu'il avait la haine pour ceux que cette enquête n'ait pas réussi, parce que lui, il aimait ma fille, et là, j'ai pas pu le croire. La confrontation se termine sans aucun élément nouveau. Evelyne et Steven quittent le palais de justice libre. Cela fait des années qu'ils sont soupçonnés, des années qu'ils nient toute implication dans la disparition de Marie-Hélène. Jean-Marc, 3 ans après avoir été saisi de l'enquête, les gendarmes décident de placer Evelyne en garde à vue. C'est vrai que sa personnalité et ses rapports particuliers avec Steven font d'elle une suspecte idéale. Oui, mais moi, c'est la juxtaposition de 2 éléments qui me paraît encore plus importante. D'une part, le fait qu'elle soit en lien avec le milieu, avec le banditisme, et que d'autre part, au moment de la disparition de Marie-Hélène, elle ait retiré une importante somme d'argent. Moi, cette coïncidence me paraît extrêmement troublante, d'autant qu'on sait que dans la plupart des homicides, les 2 mobiles essentiels sont l'argent ou l'amour, enfin la jalousie souvent. Et là, on a les 2. Le problème, c'est qu'il ne reste aux gendarmes que 5 heures de garde à vue pour Evelyne et 6 pour Steven. Eh oui, et 5-6 heures de garde à vue, c'est très très court, surtout quand on sait qu'il y a un certain nombre de formalités judiciaires à accomplir pour mettre en garde à vue et pour terminer la garde à vue. Alors ça laisse de disponible 1 ou 2 heures d'audition pour pouvoir pousser l'un et l'autre dans des retranchements qui pourraient amener à des contradictions. C'est beaucoup trop court. Autre difficulté, ces gardes à vue ont lieu 8 ans après la disparition. Eh oui. D'un côté, 5 ou 6 heures de garde à vue, c'est beaucoup trop court. De l'autre côté, 8 ans après les faits, c'est beaucoup trop long. Faute d'éléments extrêmement probants, ces gardes à vue n'avaient quasiment aucune chance d'aboutir. La seule solution aurait été que le juge d'instruction mette Steven et Evelyne en examen pour pouvoir les entendre autant que nécessaire. Mais je vous rappelle qu'à ce moment de l'enquête, le conducteur du 4x4 et l'homme d'affaires suisse étaient eux aussi mis en examen sur des hypothèses d'enquête totalement différentes. Le 19 mars 2013, le juge d'instruction prononce un non-lieu, c'est-à-dire que plus aucun acte d'enquête ne peut être effectué. Jean-Marc, est-ce que cela veut dire que le dossier est définitivement clos ? Non, Arnaud, absolument pas. Cette affaire n'est pas prescrite. Si un nouvel élément venait à être porté à la connaissance de la justice, ce dossier pourrait bien évidemment être réouvert. Souvent, dans les affaires de disparition, l'auteur est très éloigné de la victime. Là, il ne semble pas que ce soit le cas. J'ai un vrai sentiment de frustration, car je crois que la vérité est dans le dossier. Et je crois qu'il n'est pas du tout trop tard pour la faire apparaître. Pour Annie Audoin, il y a eu l'ouverture d'un chapitre horrible le 21 mai 91. Ce chapitre s'est toujours pas refermé.
Elle ne conçoit pas mourir sans savoir ce qui est arrivé à sa fille. Je veux donner un linceul à ma fille, ça c'est son leitmotiv. Elle n'est pas complètement disparue. Elle est toujours, elle existe au moins, j'espère, dans la conscience de ceux qui savent, pour qu'un jour ils arrivent à avoir le courage de dire la vérité. En espérant qu'il parle. Juste un petit quelque chose qui permette qu'on continue et qui fasse que sa maman trouve la paix. Son papa est parti sans savoir. Et ça fait mal. On est resté figé dans cet appartement qui a été l'endroit du bonheur et l'endroit du malheur, mais où on aimerait tant revoir Marie-Hélène. Forcément, à un moment ou à un autre, je pense que dans la famille, on a tous rêvé qu'elle soit vivante, qu'elle revienne. Qu'elle nous manque. Je continuerai à chercher et à penser à Marie-Hélène tous les jours jusqu'au bout, comme je pense à mes autres enfants aussi. C'est mon devoir de maman. Quand une personne disparaît, ses proches continuent de parler d'elle au présent, même si l'espoir de son retour s'amoindrit au fil du temps qui passe. Cela fait 30 ans que Marie-Hélène a disparu, 30 longues années pendant lesquelles elle a continué de vivre dans le souvenir de sa famille. Sa mère n'arrêtera jamais son combat pour la vérité. Elle réclame la réouverture de l'enquête. Espérons qu'elle soit entendue.